Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites capsules sur l'histoire de l'univers. Et je vais intituler la partie 7 de mon histoire, que la lumière fut. Et ici, vous voyez, j'ai mis des tableaux en arrière, quand on va discuter tout à l'heure. Ça, vous pouvez pas le lire, je vais le mettre en envers pour juste apposer avec les ondes électromagnétiques. Là. De toute façon, je vais expliquer en cours de route là, les schémas qu'il y a en arrière sur mon mur. Et ceci, ça passe 380 000 ans après le début du Big Bang. Et cette étape-là est à l'origine de la formation de la matière qui va engendrer beaucoup plus tard la formation des galaxies et des étoiles qu'il y a dans le firmament. Et comme on le dit tout le temps, depuis le début, l'univers continuait à se refroidir et à prendre de l'expansion. À cette étape, la température de l'univers est de 2700 degrés Celsius. Là, c'est encore très très chaud à notre échelle, mais il va se passer quelque chose là, que je dirais un peu de formidable. Comme on sait, les électrons, avant cette période, étaient tellement agités, il faisait tellement chaud, que les photons étaient prisonniers des électrons. Et si on fait un petit rappel en arrière, là, on se souvient que Heisenberg avait toujours dit qu'un atome, ça absorbe et ça émet des électrons. Et à cette période, les électrons étaient captifs, les photons étaient captifs des électrons et ils étaient confinés à l'intérieur des électrons. Et autrement dit, ils ne pouvaient pas se libérer avant cette période avec la force électromagnétique. Et c'est à cette période, 380 000 ans, après le début du Big Bang, que les électrons vont commencer à se libérer. Et ça avait été prévu par Friedman en 1922, comme j'ai fait une capsule là-dessus déjà, là, qui stipulait que l'univers était en expansion et qu'avait commencé, mais ça Albert n'était pas d'accord à ce moment-là, en tout cas il s'est rétracté au cours d'un petit peu plus tard. Là. Et il y avait Lemaitre qui avait prévu l'univers, le Big Bang de l'univers, et un petit peu plus loin, mais dans les années 48, là, il y avait Gamow et Alford là, qui avaient concocté l'inflation de l'univers. Et ça, c'est toujours un peu avec arrière-plan la fameuse théorie du grand Albert Einstein, la relativité générale. Et à cette période, comme on le voit, les électrons, les photons vont commencer à se libérer des électrons. Et les physiciens, que ceux que j'ai nommés particulièrement Gamow là, et Alford des années 48, là, avaient prédit qu'il devrait y avoir un rayonnement fossile d'il y a 380 000 ans, parce que c'est là que les photons ont commencé à circuler dans l'univers. Et comme on le sait, les photons voyagent. C'est une particule des ondes électromagnétiques et ils voyagent à la vitesse de la lumière. Mais comment cette découverte a-t-elle été faite? Ça, c'est ça, quand on dirait que dans l'histoire, il arrive toutes sortes de choses, là, des choses incongrues, et ça amène des très très grandes découvertes. C'est la compagnie Bell Telephone. Quand les Américains ont commencé à placer des satellites en orbite, là, la compagnie Bell Telephone avait été mandatée pour installer une antenne assez assez grosse là, pour capter les signaux des premiers satellites américains. Il est évident que la technologie, ça se passait en 1964. L'évolution de l'ère spatiale commençait et ça allait très très rapidement dans ce domaine-là. Là. Et aussitôt que
ça n'a pas duré longtemps. L'antenne a été abandonnée par le gouvernement américain. Là, il n'avait plus besoin. Et la compagnie Bell Telephone. Parce qu'il faut se rappeler, il faut reculer là, dans ces années-là. On se demandait si on était seul dans l'univers. Ce qu'on entend moins aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était très, très populaire. Comment se fait qu'on est tout seul dans l'univers? Fait que la compagnie Bell Telephone avait remis en marche l'antenne radio, là. Il avait engagé 2 jeunes ingénieurs pour scruter le ciel, pour voir qu'est-ce qui se passait dans la Voie lactée. Et ils ont fait une découverte c'est très, très fortuit, c'est presque impensable quand on regarde ça, là. Il y avait la bonne longueur d'onde, à peu près 7 cm, là, l'onde radio, et ils ont détecté un signal. Mais ils réalisent que ce signal-là est beaucoup plus faible que ceux en provenance de la Voie lactée, parce que des signaux radio, il y en a partout dans l'univers. C'est une onde électromagnétique, ça fait partie des ondes électromagnétiques, mais à 7 cm, c'est plus rare, ben c'est plus rare, c'est pas plus rare, mais il y en a un peu partout. Sauf que ce signal-là venait très très faible, mais apparemment, ces 2 ingénieurs-là ont conclu que ça venait en dehors de la Voie lactée. Notre ciel, nous autres, là. Et là, ils ont tourné l'antenne. Mais suivant cette longueur d'onde, il y avait toujours ce signal en provenance du confin de l'univers. Peu importe la façon dont l'antenne était placée, orientée, ils ont pensé au début que c'était l'antenne qui n'était pas correcte. Là. Ils ont fait essayer de nettoyer ça. Ça se peut quasiment pas qu'on retrouve le même signal radio un peu partout dans le ciel. Mais eux ne connaissaient pas ce que j'ai mentionné précédemment, là. Le maître Friedman et tous ces astrophysiciens ou ces physiciens là, qui avaient prédit que possiblement il devrait exister un fond cosmologique dans l'univers là qui devrait donner ça. Et quand ils ont parlé de ça des physiciens, des astrophysiciens, eux ont réalisé que ces 2 jeunes-là venaient de faire une découverte capitale pour la confirmation de la théorie du Big Bang. En effet, ils avaient découvert les ondes. Autrement dit, ils avaient découvert les ondes électromagnétiques qui avaient été émises quand des photons ont commencé à se libérer des électrons. Et c'est sûr que ça les a apporté autrement dit, la reconnaissance par leur père, même si c'était on peut dire, un peu des néophytes dans ce domaine-là, parce que c'était pas leur ligne, ça c'était des ingénieurs, mais je me souviens pas de quel fait. Probablement qu'ils devaient être dans les communications, là. C'était pas des astrophysiciens. Et en 1978, ben, ils ont reçu le prix Nobel pour cette découverte. Mais comment ça se fait que c'est des ondes radio? Ici, j'ai mis un petit schéma. Ça, je l'ai tourné en envers. De toute façon, vous ne pouvez pas lire, là. Mais de toute façon, il est en envers avec le spectre des ondes électromagnétiques. Ici, vous voyez, à 380 000 ans, les photons commencent à sortir. Donc, ils commencent à circuler dans l'univers. Ils s'en vont. Mais nous autres, on est à 13,7 milliards d'années de ce point-là. À ce moment-là, comme suivant la formule de Planck, HF, les photons, les premiers qui ont réussi à se libérer, ce sont ceux qui sont contenus dans les rayons gamma. Les rayons gamma, c'est les rayons les plus forts des ondes électromagnétiques. Mais eux, en partant, qu'est-ce qui s'est passé? À fur et à mesure qu'ils s'en venaient vers nous, ils ont perdu un peu d'énergie, donc ils ont passé par les rayons X, ils ont passé par les rayons ultraviolets, ils ont passé par la lumière visible, mais là, nous autres, on n'était pas là. Mettons que la lumière visible, c'est il y a 5 milliards d'années. On n'était pas au monde, là, on n'était pas là. Les rayons, les photons, les rayons voyons, la force électromagnétique ont continué à se propager dans l'univers pour nous atteindre, là,
13,7 milliards d'années plus tard. Mais à ce moment-là, le rayon gamma, quand il est parti de 380 000 ans, il y a du début de l'univers pour arriver à 13,7 milliards d'années, imaginez-vous comment est-ce qu'il a voyagé longtemps. 13,7 milliards d'années à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Mais là, il a perdu de l'énergie en cours de route. Et à ce moment-là, on le retrouve dans les ondes radio. Ça, c'est des astrophysiciens qui avaient déduit ça. Et ça s'est avéré très, très exact. Et les ondes radio sont ici. Et il y avait un nombre de 7 cm d'une longueur d'onde. Il y en a des plus longues encore, si vous reculez. Un petit peu en avant, c'est les micro-ondes qu'on a dans nos cuisines. Là. Quand vous pesez sur le piton, ça c'est un faux micro-ondes. Ben, ce sont les ondes qui sont situées ici. Vous avez l'infrarouge et vous avez le rayon visible. C'est presque rien dans le spectre des rayons de la force électromagnétique. Et si on avait été, par exemple, ça on parle pour parler, là, si on avait été, disons, autour de 5 milliards d'années, on aurait été là. On ne pourrait pas être là. Mais par expérience de pensée, qu'est-ce qui se serait produit? Quand ces photons-là auraient passé dans l'univers, qui était complètement sûr dans ce temps-là, il n'y avait pas de lumière, là. Hein, il n'y avait rien, là. C'est-à-dire qu'il y avait de la matière, mais il y avait toutes sortes de choses, mais il n'y avait pas de lumière. À ce moment-là, qu'est-ce qui serait arrivé? On parle pour parler. On aurait vu le ciel éclater. Une brillance infinie qu'on n'avait jamais vue. Et c'est pour ça que quand ils ont... Moi, j'avais lu quelque part... Paul VI, que je pense que c'était son règne, là, quand il avait parlé de ça au pape, lui, il avait exclamé que c'était le signe de Dieu. Comprenez-vous? On avait associé le Big Bang, le fond diffus cosmologique à la main de Dieu, là. C'est pour ça que ça traîne encore dans le paysage, ça, que c'est l'histoire un peu de Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé ma capsule vidéo « Que la lumière fut ». À ce moment-là, ça confirme de façon certaine que la théorie du Big Bang que l'on a aujourd'hui est correcte. Et ceci grâce aux physiciens, les astrophysiciens, avec leurs calculs, avec leurs méthodes de pensée, qui ont pu prévoir qu'est-ce qui s'était passé il y a 13,7 milliards d'années dans l'univers. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.